Donc bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout est déjà là. Aujourd'hui, on a une nouvelle interview avec Laurence Pinsard. Laurence Pinsard, j'avais envie de l'accueillir sur le podcast parce que dans le milieu du yoga, c'est une des rares personnes que j'ai eu l'occasion de croiser et avec qui je suis restée en contact, qui a su garder un esprit critique par rapport à tout ce qui se passe autour de nous dans le milieu du yoga, du bien-être. C'est aussi une personne qui a une capacité à avoir le recul parfois et à avoir un point de vue qui permet aussi de voir les choses différemment. J'espère qu'elle nous en parlera aussi pendant cet échange. Et enfin, c'est aussi une personne qui a écrit beaucoup de choses sur le yoga, donc qui a à la fois une connaissance de beaucoup de pratiques, qui a rencontré beaucoup de personnes et qui a eu aussi beaucoup de, j'ai envie de dire, de situations à la fois de transmission de pratiques et autres qu'on évoquera aussi pendant l'interview. Donc, merci Laurence d'être dans cet épisode de podcast. Bienvenue. Merci Anne-Gaëlle, je suis ravie, de te retrouver pour cet épisode et merci pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire aujourd'hui, qui tu es à cet instant, puis comment tu te sens? Alors à cet instant, je suis, une femme en chemin vers la cinquantaine, et à l'aube de l'automne, donc de la saison de l'automne et peut-être de ce qu'on peut, nommer l'automne de la vie et très en joie, d'être, à la fois d'entrer dans la saison de l'automne que j'aime beaucoup et dans cette période, dans cette nouvelle période de vie. Ouais, c'est une saison que j'aime beaucoup aussi, l'automne avec sa douceur, après l'été, pouvoir atterrir et puis l'annonce de l'hiver aussi, moi que j'aime bien, même si l'automne reste ma chouchou, mais cette annonce de ralentissement, de pouvoir digérer. Merci. Alors, j'avais très envie aussi que tu viennes déjà, notamment pour me parler, parce que depuis qu'on se connaît, tu as écrit énormément d'ouvrages, d'articles, de livres dans la presse, mais aussi dans des collections spécifiques. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à écrire sur le yoga? Est-ce que tu as d'abord été écrivain journaliste et ensuite tu es arrivé au yoga? Ou est-ce que c'est le yoga qui t'a finalement ouvert de nouvelles portes par tes connaissances, en fait, à la fois ton réseau et tes connaissances aussi de pratique? Alors au départ, j'ai plutôt commencé par l'écriture. En fait, j'ai fait, si vraiment on remonte aux origines, j'ai fait des études d'anthropologie et de langues orientales et j'ai passé quand j'avais 22 ans, 1 an en Inde, Mmh. et à cette occasion, j'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient du yoga et de la méditation. Franchement, je les regardais un petit peu avec des grands yeux en me disant: «Mais pourquoi ils font ça? Ça a l'air bizarre» et cetera et comme en fait mon sujet bon, je dis ça en plaisantant un peu parce que mon sujet d'étude, c'était sur le bouddhisme et les religions populaires dans les communautés tibétaines en exil dans le nord de l'Inde et donc finalement, je me suis retrouvée à assister à énormément de messes, enfin de cérémonies monastiques avec les moines qui psalmodient, très longtemps et finalement, en fait, ça m'a mis dans un état méditatif, donc j'ai médité malgré moi assez jeune et j'ai eu cette expérience de vie qui a été quand même assez, importante, pour me montrer dans quelle direction j'avais envie d'aller pour la suite des événements et suite à cela, j'ai travaillé pendant quelques années pour un guide de voyage, ce qui m'a amenée à pas mal voyager et à écrire. Alors c'était une vie super, mais en fait, au bout d'un moment, j'ai eu vraiment besoin de faire un voyage intérieur et c'est à ce moment-là, donc plutôt en approchant la trentaine, que j'ai vraiment rencontré le yoga, pour être tout à fait honnête. Et alors que j'étais plutôt, spécialisée dans la presse touristique, dans l'écriture autour du voyage, j'ai complètement, changé, de thème, en fait et je me suis petit à petit spécialisée dans le yoga et le développement spirituel. Oui, ça finalement, du coup, c'est ce qui t'a beaucoup suivi, c'est à la fois cette notion de voyage et de lien avec l'Asie. Tu as toujours eu ce Oui, lien-là oui, oui. et donc finalement, si tu as pu écrire sur ces 2 passions, encore aujourd'hui, tu organises des voyages, on en parlera, tout à l'heure, mais tu organises aussi, donc tu as l'occasion de retourner régulièrement en Inde. Ça doit être extraordinaire. Ouais, j'ai cette chance. Alors bon, c'est pas il y a une partie de moi qui est pas complètement alignée avec ça pour, des raisons écologiques. Mais après, c'est vrai que du coup, je vais en Inde depuis que j'ai l'âge de 18 ans et en effet, depuis le début, donc dans mes études d'anthropologie, j'ai fait des études indiennes et des études de hindi et donc je me suis intéressée beaucoup à la culture indienne et à la philosophie et puis après au yoga comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Mmh. Et comment sens-tu le milieu du bien-être aujourd'hui? Comment tu vois évoluer ce secteur? Alors, bah, c'est assez vaste, hein, déjà le milieu du bien-être,
Il est vraiment très, très vaste. Est-ce qu'on parle, du soin à la personne, des massages? Est-ce qu'on parle de toutes les propositions, d'accompagnement au développement personnel? Ou est-ce qu'on parle plus spécifiquement du yoga? Moi, dans un premier temps, ce qui m'intéressait par cette question, c'était par ton biais, en fait, avec notamment, les voyages et la pratique du yoga, mais aussi tout ce milieu de, la pratique du yoga, de l'échange du yoga, puisque c'est un peu ce qui est lié directement au thème de ce podcast-là. L'accompagnement à la personne, ça me paraît un petit peu plus loin de moi aujourd'hui, donc je pourrais pas forcément, échanger à ce sujet-là. Mais dans tout ce qui est, bien-être par le voyage et bien-être aussi par la pratique du yoga, comment tu sens que tu as vu une certaine évolution, toi, au fil des années, j'imagine aussi, dans ce secteur-là? Oui, ben, quand, moi j'ai commencé à pratiquer, le yoga était encore, confidentiel en France, hein. On est toujours un petit peu en retard sur ces choses-là. Et puis ça s'est en 20 ans, du coup, ça s'est énormément développé jusqu'à, devenir, une pratique, presque, j'allais dire incontournable. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est rare en fait de rencontrer des gens qui n'ont jamais fait de yoga. Bon, il y en a qui aiment pas aussi et c'est chouette qu'ils aient Mmh. envie de faire autre chose. Mais c'est vrai que voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de propositions, en yoga. Encore plus depuis la crise sanitaire qui a amené, énormément de gens en fait à avoir envie de changer de vie et à devenir professeur de yoga. Ouais. Donc aujourd'hui, on a presque plus de profs que d'élèves. Ça commence un petit peu à créer des embouteillages et des choses pas forcément évidentes à vivre Mmh. pour, chacun, chacune, parce que je crois qu'il y a pas mal de profs qui galèrent un peu avec ça. Et en même temps, ce que je note, si je me place, plus du point de vue des pratiquants, c'est que, en tout cas, j'ai le sentiment que plus ça va et plus le monde devient, pressurisant. Là, si je me réfère à la période qu'on est en train de vivre, moi, tous les témoignages autour de moi disent que cette rentrée a été intense, que c'était plus intense que Mmh. d'habitude. J'ai l'impression que chaque année, ça devient de plus en plus intense et donc évidemment que, la pratique du yoga, dans ce contexte, devient une pratique, j'allais dire une hygiène de vie, presque indispensable. Enfin indispensable, en tout cas ça l'est pour moi évidemment, et je crois que ça vient soutenir beaucoup de personnes, donc c'est vraiment quand même, précieux. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à te former au yoga en premier lieu pour la transmission? Parce que toi, comme je le disais en introduction, tu es à la fois dans la pratique, mais aussi la transmission du yoga. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu as eu le déclic et tu as eu envie, de suivre une formation pour transmettre le yoga? Alors en fait, je pratiquais le yoga donc déjà depuis un certain nombre d'années, puis je pratiquais de plus en plus et je commençais aussi à pratiquer chez moi et à vraiment explorer tous les outils du yoga. Et en même temps, j'étais journaliste pigiste. Il faut savoir que travailler à la pige dans le journalisme, c'est un peu précaire et Mmh. j'en avais un peu marre de cette précarité et j'avais envie d'être dans l'apprentissage, enfin, j'avais envie de me former à une technique psychocorporelle, mais comme j'étais ni souple ni sportive, je pensais même pas au yoga. Les premiers Et biais. voilà, cliché total évidemment. Je suis d'ailleurs toujours pas, ni sportive ni souple, hein, je le précise. Pourtant j'enseigne le yoga Quoi, le depuis 10 yoga ans. ne résout pas tous les problèmes? Non, mais en fait je m'en fiche, enfin, pendant longtemps ça a été un souci pour moi, de pas être en capacité de réaliser certaines postures ou de faire des choses que je voyais, je suis comme tout le monde, hein, je suis sensible à ce Ouais. qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou à ce qu'on voit juste dans une salle de yoga. Aujourd'hui, je dois dire que, voilà, la cinquantaine approchant, je me sens mais totalement affranchie de tous ces sujets-là. En tout cas, comment j'ai décidé de me former, c'est mon enseignant de l'époque à qui j'en ai parlé et qui m'a dit: «Mais en fait, Laurence, il faut que tu enseignes le yoga». Et c'est pendant 3 mois, j'étais avec ce truc-là, je suis retournée le voir en lui disant: «Mais tu m'as vraiment dit ça?» mais ça m'a pris un petit moment, en fait, hein, ouais, avant de me décider et puis, une fois que j'ai commencé à être dans cette démarche de formation et à enseigner, je me suis dit: «Bah, c'était comme une évidence, en fait». J'ai vraiment eu l'impression de rentrer à la maison, en fait. Je comprends ce sentiment-là, ouais. Rentrer chez soi. Tu as transmis tout de suite ou tu as attendu un petit peu après la formation? Comment tu as vécu ce passage de pratiquante à pratiquante et guide? Alors j'avais déjà été enseignante d'autres choses avant d'être enseignante de yoga, et par un concours de circonstances, j'ai commencé à enseigner avant d'avoir fini ma formation. Parce que l'enseignant avec qui je pratiquais à l'époque, m'a fait confiance et m'a demandé de le remplacer et en fait, je sais pas,
je me suis sentie vraiment comme un poisson dans l'eau, en fait. C'était un truc de Super. alors, en même temps, bien sûr, comme tout le monde, j'ai fait face aux questions de légitimité, hein. Pendant de nombreuses années, je me disais: «Ah mais je pratique pas assez bien, pas assez souvent, pas assez comme ci, pas assez comme ça». Mais en tout cas, quand j'arrivais sur mon tapis, et c'est toujours le cas, et c'est vraiment ça aussi, c'est précieux, il Mmh. y avait cette espèce de, de fluidité qui arrivait, et voilà, de l'impression d'être guidée, hein, que c'était pas moi qui c'était plus moi qui tenais les rênes presque. Donc Ouais. Oui, quand c'est aligné, c'est fluide. On dit souvent, quand c'est quelque chose qui est juste, tout est fluide. Et mmh. justement, donc là, on évoquait juste avant le milieu du bien-être dans le yoga et dans les voyages, mais il y a aussi dans l'édition, on a vu une grosse explosion au niveau du nombre d'ouvrages. Enfin, il suffit de rentrer dans une librairie pour voir à quel point les rayons ont explosé, aussi bien sur le yoga que sur le développement personnel, sur la méditation, sur le soin en fait qu'on peut attribuer aussi bien au mental et au corps. Moi, je me rappelle quand j'ai cherché des livres de yoga, en 2006, quand j'ai commencé le yoga, on galérait pour trouver des ouvrages, fallait aller sur Internet. Parfois, je commandais en Inde. Enfin, c'était une folie. Et puis, finalement, aujourd'hui, quand tu vas à la Fnac, tu as pas mal de grands ouvrages qui sont là, disponibles, ce qui est super. Toi, tu es pas mal dans le milieu de l'édition, parce que tu as travaillé aussi bien pour des magazines que pour des livres, pour des hors-séries, pour des maisons d'édition. Moi, ça me donne parfois l'impression que c'est un peu saturé ce marché-là. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un, un guide de yoga ou une guide de yoga qui voudrait éditer un livre sur le yoga et être lu? Alors, bah, déjà, pour faire un petit constat sur le monde de l'édition tel qu'il est aujourd'hui, je le connais un tout petit peu moins bien parce que ça fait un moment que j'ai pas, écrit de livre, Mmh. pour la simple et bonne raison, alors je sais pas si c'est un conseil, mais ça peut toujours être intéressant pour les personnes qui veulent écrire, que ça demande, de déployer beaucoup d'énergie, et que, c'est assez peu rémunérateur. Et en fait, à un moment de ma vie, j'ai décidé, d'arrêter de donner, donner, donner en échange de quelque chose qui était, enfin, pour un échange qui était pas équitable à mon sens. Donc pour l'instant, je suis en pause d'écriture d'ouvrage, et en effet, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses, qui ont déjà été faites. Donc le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait écrire, c'est vraiment, qu'est-ce que j'ai à partager? Mmh. Quel est mon point de vue? Qu'est-ce que j'ai à offrir au monde Mmh. j'allais dire d'original, parce qu'on a tous et toutes quelque chose en fait qui est spécifique, qui est unique. Heu et bon, aujourd'hui, je pense que, par exemple, d'écrire un livre uniquement avec des postures, ça passe plus. Enfin, les Mmh. éditeurs sont plus du tout intéressés. Je pense qu'il faut aller un peu au-delà, en fait, je sais pas si je pense à toi, par exemple, Anne-Gaëlle, je sais que toi, tu es une grande connaisseuse de tarot, ou en tout cas, tu aimes beaucoup le tarot, et je me dis: «Bah, voilà, Anne-Gaëlle, si elle doit écrire un livre, il faut que», enfin, tu vois, quand je pense à ton univers, je me dis: «Bah, voilà, le livre que tu pourrais écrire, il serait riche de tout ce qui te constitue, de tout ce qui Mmh. t'anime et de tout ce qui te nourrit», et Mmh. c'est ça qui ferait que qu'éventuellement un éditeur serait, intéressé par Ouais. ton projet. C'est vrai et c'est vrai que dans les ouvrages, même les hors-séries de magazines que tu sors, parce que j'ai été connue plus par les magazines, les hors-séries et les livres aussi qu'on peut voir. C'est toujours une partie de toi, en fait, qu'on retrouve dans les séquences et dans les sujets que tu proposes et on voit l'évolution aussi au fil de ta pratique. Ces derniers temps, tu es plus dans le restauratif, dans l'écoute, dans la méditation, et des propositions aussi de pratiques ancrées vraiment dans le quotidien, yoga sur chaise ou autre. Donc c'est vrai que toi-même, tu es partie en fait de quelque chose vraiment que tu pratiques et qui te fait du bien pour le mettre en lumière dans tes écrits. Et l'autre chose qui me marque souvent, c'est le soin que tu donnes aussi au visuel et aux photos. Enfin, tu fais souvent appel à la même photographe, mais à avoir toujours cet univers qui est très propre, très beau et qui met vraiment en valeur la posture en fait et la séquence. Et c'est ce que je trouve très agréable en tout cas dans ce que tu fais souvent. Je pense que c'est important le visuel aussi dans un ouvrage, bah, pour se démarquer, quoi. On vit dans un univers visuel, donc oui, en effet, c'est hyper important de soigner ça. Donc, pour, pour, en fait, c'est Anaka, hein, la Mmh. photographe avec qui je travaille, qui est devenue, une amie, et en fait, j'adore son esthétique, son approche. J'adore travailler avec elle aussi parce que c'est une yogini, et que du coup, il y a quelque chose de simple, profond et fluide qui se fait quand on travaille ensemble, et qui est, voilà, qui nous met en yoga. Je crois qu'on est toutes les 2 en yoga quand on travaille ensemble, et en effet, ben, si tu veux, j'ai fait plusieurs choses dans l'édition. J'ai répondu à des commandes, donc j'ai écrit des livres, d'ailleurs assez Mmh. grand public, sur le yoga ou sur les massages et même sur la philosophie du yoga.
Et j'ai créé des hors-séries, pour répondre à des problématiques, alors en effet qui m'intéressaient. J'ai fait un hors-série sur le dos, j'ai fait un hors-série sur la gestion du stress et ces derniers temps où je collabore, depuis quelques années maintenant avec, Yoga Magazine et Souffle Vital, je leur ai proposé en effet des hors-séries qui étaient plus dirigées vers, le soin de soi. Parce que je pense que, Mmh. aujourd'hui tout le monde a besoin en fait de Ouais. ralentir, de se reposer et de se ressourcer. Ouais, ouais, c'est vraiment un besoin vital et plus on peut avoir d'éléments et de guides, chez soi pour le faire et vraiment entretenir ça, plus c'est précieux. C'est précieux parce que comme on l'évoquait juste avant l'interview, on est souvent précipité aujourd'hui dans notre société. On veut que tout aille vite, on veut avancer. Souvent, on n'a pas de recul, on n'a pas le temps de respirer ou on prend pas le temps de respirer et avoir des pauses dans la journée et avoir la possibilité vraiment de faire un pas de côté, comme je dis souvent, c'est très précieux, en fait et dans tes écrits, on le ressent, c'est vrai. C'est joli ce que tu dis d'être en yoga avec la photographe aussi pendant la session. Mmh. Parce que moi, je me rappelle quand on avait fait, on avait, pris les photos par rapport au on avait fait 2 séquences ensemble. J'avais été faire le shooting photo à Paris. C'est vrai que, tu te retrouves à pratiquer finalement devant l'œil de quelqu'un et c'est toujours, ça doit être chouette aussi de pouvoir avoir un regard sur toi qui comprend et qui ressent en même temps, donc qui peut te renvoyer. Ça doit être quelque chose d'assez, puissant de le faire. Mmh. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je voulais rajouter, non, c'était en rapport avec la photographie et aussi dire Mmh. que, c'est pas parce que moi je suis en effet dans l'enseignement plutôt aujourd'hui du yin, du nidra et du yoga restauratif, mais pour autant je suis aussi une pratiquante de yoga, de hatha yoga pour en l'occurrence et le mouvement est aussi important, hein. C'est voilà, Mmh. c'est pas du tout une critique, Bien sûr. des pratiques de mouvement. Mmh. Ouais, ouais. Non, non, c'est sûr. Et c'est jamais le propos d'ailleurs parce que tout est une question d'équilibre tout le temps et d'harmonie en fait, trouver, entre justement le mouvement et l'immobilité, mais chacun et chacune a son mouvement et son immobilité et je pense que c'est ça qu'on perd de vue à un moment, c'est que c'est tellement normalisé qu'on n'écoute plus le corps et on trouve plus son équilibre entre des moments de pause, des moments de mouvement lent, des mouvements de mouvement rapide parce que c'est nécessaire, parfois il faut bien y aller et c'est cet équilibre-là qui manque bien souvent. Mmh. Ouais. Trop de yin, c'est possible, trop de yin, c'est possible et trop de yang, bon, je pense qu'aujourd'hui la société nous montre que c'est plus que possible. Malheureusement, c'est une réalité, mais trop de yin aussi, c'est possible et c'est mauvais pour le corps et la conscience, c'est certain. C'est certain. Et dans ce parcours du coup que tu as, eu où tu as aussi parce que nous quand on a travaillé ensemble, tu cadrais en fait l'article, tu rédigeais l'article, on a travaillé ensemble à co-créer la séquence et cetera. Donc parfois tu es aussi, j'ai envie de dire un peu la manageuse des personnes qui écrivent des articles, des séquences de yoga pour des magazines ou même pour des livres. Tu as été amenée à rencontrer beaucoup de personnes dans ces contextes différents, mais aussi dans le cadre de ton association à Bordeaux puisque tu travailles avec plusieurs professeurs, dans le cadre de ton travail, par tes voyages. Hem, Comment tu qualifierais aujourd'hui, un bon professeur de yoga entre guillemets? Alors c'est toujours subtil, on est d'accord, c'est subjectif. L'idée c'est pas de peindre le portrait de la personne idéale, mais avec justement cette évolution dans le milieu du yoga et comme tu l'évoquais juste avant aussi pendant le Covid, il y a eu cette explosion où il y a beaucoup de personnes qui se sont formées pour transmettre, le yoga et parfois ça crée quand même j'aime bien l'image d'embouteillage que tu nommais, mais voilà le fait que, on se retrouve à être nombreuses et nombreux à proposer la pratique. Hem, Lorsque tu rencontres, un ou une guide, en fait, qu'est-ce qui te touche chez ces personnes-là? Qu'est-ce qui démarque un guide de yoga d'un autre, en fait, à ton avis? Ce qui est important pour moi, c'est vraiment les valeurs, humaines, que le guide de yoga va manifester. Je sais que, par exemple, dans les personnes qui enseignent, dans l'association, que j'ai créée à Bordeaux, ce qui me touche beaucoup, c'est que, elles sont, enfin, toutes sont de belles personnes et elles ont, toutes, beaucoup de l'humilité et de la bienveillance, en fait. Et Mmh. ça, c'est vraiment des valeurs qui me voilà, j'ai a priori pas de professeurs dans mon équipe qui ont un ego surdimensionné, parce que ça arrive un petit peu dans le milieu du yoga et je trouve ça toujours un peu regrettable parce qu'en fait, on est quand même tous en chemin et que même à un moment, si on est enseignant, il y a toujours en fait on a toujours chacun, chacune un travail personnel à faire sur soi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important pour moi ouais, de travailler avec des gens qui savent rester simples et pour autant, je dis aussi que dans l'association, on enseigne un yoga
sérieux, mais sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire que, les professeurs, ont tous et toutes des formations, vraiment un parcours, un chemin dans le yoga. La Il y a pas de professeur vraiment junior. Il y en a eu, mais enfin si, il y a une personne quand elle a commencé, elle était vraiment junior, mais bon, ça s'est très, très bien passé. Hem, Bah, voilà, après je pense que c'est vraiment important d'avoir une vraie bonne formation, en fait, avant de se Ouais. lancer, et d'avoir aussi plusieurs années de pratique, en fait, d'avoir pris le temps de cheminer dans sa pratique Mmh. pour affiner, en fait, ce qu'on a à transmettre. Ouais. Oui, les valeurs de l'humain, c'est sûr, et c'est je te rejoins sur ce besoin aussi de voir la personne et de voir le guide sur l'ensemble de son parcours, en fait, et sur le cheminement qui est fait, en fait. L'intention qui est nourrie, qui peut évoluer avec le temps, mais en tout cas, qui a une intention et un regard, en fait, dans une direction précise qui amène quelque part, en fait, qui Mmh. puisse te permettre vraiment de pas à pas, en fait, on sent moi, je sais que les personnes que j'ai pu croiser qui ont été inspirantes ou même les collègues de travail, enfin, je dis de travail, mais voilà, les autres guides de yoga que j'ai pu, rencontrer qui m'ont inspirée ou avec qui je suis restée en contact, c'est des personnes qui ont une vision, en fait, de leur transmission. C'est-à-dire que quand elles en parlent, on sent que ça vient de leurs valeurs, ça vient de leur être. C'est pas juste quelque chose qui a été assimilé pendant une formation et qui a ensuite été redistribué tel que, en fait, sans forcément se poser de questions, sans faire de challenge. Ou sans parfois se demander: «Tiens, en fait, est-ce que cette transmission me convient encore aujourd'hui? Elle me convenait Mmh. peut-être il y a 10 ans, mais est-ce qu'aujourd'hui elle me convient encore et est-ce que je continue de la transmettre?» On va parler des formations justement juste après, mais aujourd'hui, quel est ton regard comme tu as à la fois cette, j'ai envie de dire cette casquette de gérer une association avec des personnes et donc pas mal de pratiquants qui viennent à vos sessions, d'être toi-même dans la transmission, parce que tu proposes des week-ends, tu proposes des séjours, et en même temps de suivre des cours et des formations. Qu'est-ce que tu penses, aujourd'hui du milieu du yoga? Comment tu le ressens ce milieu du yoga justement en tant que pratiquant et pratiquante? Alors, il y a énormément de personnes passionnantes et de très belles personnes. Et puis comme dans tous les autres milieux, il y a aussi, beaucoup de choses qui, moi, me conviennent pas et m'attirent pas. J'allais dire, enfin, ce qui me vient, c'est vraiment il y a à boire et à manger, quoi. Mmh. Et donc, là, par exemple, cet été, j'ai fait un stage, avec une enseignante de yoga Iyengar, qui est sur Nice, Fanny Rognon. J'ai adoré absolument, je trouvais que son enseignement était ultra précis. Bon, c'est du Iyengar, mais en même temps, rond parce que c'est une femme, de mon âge. Donc c'était l'équilibre parfait pour moi et en fait, je me suis inscrite à cette formation, j'allais dire, ouais, j'ai été guidée, hein, parce que je ne la connaissais pas avant, si ce n'est par les magnifiques dessins qu'elle fait. Et en même temps, je rencontre, très régulièrement, des enseignants qui, pour moi, en fait, ne sont pas mûrs. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas pris le temps. Tu me demandais, en fait, tout à l'heure si après ma formation, j'avais pris le temps de digérer, en fait, de laisser infuser, ce que j'avais reçu avant de transmettre. Donc comme j'étais déjà une pratiquante depuis plus de 10 ans et que j'avais quand même étudié aussi des sujets, de la philosophie et cetera, voilà, je me sentais prête à le faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent trop vite et qui, du coup, enseignent quelque chose qui est un peu foutraque et d'ailleurs, ça se voit quand on regarde un petit peu, ce qu'elles peuvent transmettre sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Mmh. Donc voilà et puis du coup, si on parle du sujet des formations à proprement parler, Mmh. bah, c'est un peu aussi, la foire fouille. Mmh. C'est Il y a des trucs géniaux, enfin, il y a des formations qui sont très belles et très qualitatives et puis, il y en a qui à mon avis, sont pas pros. Enfin moi j'ai fait, hein, j'en ai fait plein des formations et j'en ai fait une notamment en répondant un peu aux sirènes du marketing avec une personne, qui avait vraiment une très belle communication sur les réseaux sociaux, une grosse communauté et cetera et puis en plus c'est quelqu'un qui est un peu, qui connaît des gens que je connais et cetera et j'ai été tellement déçue en fait, Mmh. parce que il y avait rien en fait. Cette formation était vide, c'était au mieux, on aurait pu la nommer une immersion, mais certainement pas une formation et en fait, moi ça m'a vraiment, déçue parce que quand on fait une formation, c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est de l'argent. L'argent, c'est aussi Mmh. une énergie
Et en fait, je me suis dit: «Mais là, en fait, je viens de mettre 5 jours de ma vie plus je sais plus combien était la formation, mais c'est comme si je les avais jetés par la fenêtre, en fait» et Ouais. ça m'a mise pas mal en colère. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut être vraiment, vigilant et vigilante, en fait, quand on choisit une Mmh. formation parce que, bah, on sait aussi que c'est une énorme manne financière. Alors évidemment, tout le monde a besoin de gagner sa vie et je souhaite, moi, que les professeurs de yoga et les formateurs de yoga, puissent, être prospères. Mais je pense que l'appât du gain, en fait, fait qu'il y a beaucoup, Ouais. beaucoup trop de formations Mmh. et aussi qu'il y a beaucoup de formateurs qui, devraient pas être formateurs parce qu'ils sont juste trop jeunes dans leur pratique et que, Mmh. ben, chaque chose une chose après l'autre, en fait. Faut pas brûler les étapes. Et je me rappelle quand j'ai commencé à transmettre, en 2012, je faisais les sessions hebdomadaires, moi, dans un studio et j'ai attendu 2 ans pour faire mon premier atelier. J'ai attendu, je crois 6 ans, quasiment 6 ans pour faire ma première retraite. Les formations, ça arrivait un petit peu, entre guillemets, «par hasard» avec un concours de circonstances, mais pareil, au moment où je me suis lancée, voilà, j'ai eu plein de questionnements sur la légitimité. Je crois que ça faisait, du coup, 7 ans que j'enseignais. Ça faisait 11 ans que je pratiquais et en fait, à chaque fois, c'est marrant parce que je me suis retournée en me disant: «Là, c'est sûr, maintenant les personnes, elles vont proposer plus de formations». Et enfin, au départ, plus de retraites. Je me rappelle quand j'avais lancé les formations, je me suis dit là, parce que c'est ce qui est le plus rentable en fait finalement, parce que tu viens, tu donnes ton temps pendant X jours, il y a X personnes qui sont présentes. C'est sur un temps qui est quand même assez rapproché, donc c'est pas étalé comme les sessions hebdomadaires. Ce qu'il faut bien le dire aussi, c'est que si tout cela se développe souvent, les ateliers, les retraites et maintenant les formations, c'est que le format des sessions hebdomadaires est très difficile. Aujourd'hui, tu peux pas vivre uniquement de ça. C'est assez compliqué parce que déjà, il y a beaucoup de professeurs de yoga, donc c'est très dilué. Puis, il y a les trajets. Moi, je me rappelle quand j'enseignais à Paris, bon, j'avais beaucoup, beaucoup de cours à l'époque, mais je faisais quasiment autant de transport que d'heures de cours, finalement, d'heures de yoga que je donnais. Et c'était pas, humainement, c'était pas possible, en fait. Et alors que finalement, quand tu te Non, lances dans clairement, les c'est pas ateliers, rentable, hein. mmh. Donc Même finalement, à un moment, je pense qu'il y a eu ce calcul où les personnes se sont dit: «Bah ouais, mais en fait, les formations, c'est rentable parce qu'il y a plein de personnes qui veulent se former au yoga aujourd'hui». C'est sur un temps, pareil, rapproché. On pourrait penser que, bah, une fois qu'on a pondu son manuel de 10 pages, tout est fait et puis qu'il suffit de partager juste certaines choses pour en faire une formation ou bien souvent de repomper aussi parce que j'ai discuté avec d'autres collègues qui font des formations, elles, des 200 heures. Moi, les formations sont sur des formats 60 heures maintenant et avant, c'était 50 heures, mais elles font des 200 heures. Elle m'expliquait que voilà, régulièrement, en fait, il y avait des manuels entiers qui étaient parfois réutilisés pour pas avoir à réécrire les choses ou des livres, des parties de livres. Et donc, ça devient extrêmement rentable. Et c'est pour ça que, oui, comme tu le dis, c'est important de bien choisir sa formation et d'aller à la rencontre du formateur ou de la formatrice avant de se déplacer ou d'aller passer 6 jours à recevoir justement les valeurs de la personne, son point de vue sur le yoga, son point de vue sur la pratique spécifique. C'est toujours important d'avoir d'abord un temps de partage d'une session ou d'un atelier. Toi, c'est quoi les conseils que tu donnerais? Moi, j'ai fait un épisode de podcast sur le sujet, mais toi, quels seraient tes conseils pour bien choisir ta formation aujourd'hui, pour les profs de yoga qui nous écoutent ou les futurs guides de yoga qui nous écoutent? Bah, oui, c'est ce que tu viens de dire, hein, je pense que la 1re chose, c'est d'aller à la rencontre, du formateur ou de la formatrice et de voir, en fait, si, son enseignement, résonne avec, qui on est. Parce que c'est quand même, aussi une rencontre, humaine et puis après, voilà, de bien évaluer, avec la personne, le contenu de la formation pour Mmh. s'assurer, en fait, que ce contenu répond, à l'attente que l'on a. Parce Mmh. qu'en l'occurrence, moi, si j'avais fait ça lorsque j'ai fait cette formation, entre guillemets, en sonothérapie, bah, j'y serais pas allée, en fait. D'accord. Tu vois? Mmh. J'y serais pas allée. Voilà, peut-être de regarder aussi le parcours des personnes, depuis combien de temps elles enseignent, depuis Oui, combien de temps elles forment, ouais, c'est ce combien que de j'allais temps elles dire, ouais. font. Mmh. Parce Ouais, qu'après, il y a aussi, voilà, il y a quand même des personnes qui et combien de personnes il y a dans la formation? ouais. Parce que, voilà, je pense à une personne en particulier que je vais pas nommer, mais qui est très connue. Alors je crois, d'après les échos que j'en ai eus, que c'est un bon formateur et j'ai l'impression qu'il a une énergie assez enfin assez, communicative, assez joyeuse, voilà, je pense qu'il a du charisme et cetera. Hem, mais je crois qu'en fait, dans ces formations, tu peux être, 50 ou 60 personnes, quoi. Ah oui, Donc bon, ouais, comment dire? Quelle personnalisation, quel soin à ta personne va t'être apporté, en fait, pendant cette formation? Parce ouais. que c'est vrai
on a tous un chemin de vie Mmh. différent, on a tous un corps différent et on a besoin quand même de l'attention de son formateur pour pouvoir ajuster notre pratique et pouvoir comprendre dans notre corps ce qui se passe, ce qui rentre en jeu et cetera. Donc moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, aller à une formation où il y a 50 personnes, ça m'intéresserait Mmh. pas du tout. Ouais, Je dis, faut poser la question de qui on est et qui suis-je et quel est mon besoin? ouais, Et après, du coup, d'aller à la rencontre du formateur ou de la formatrice qu'on ouais. a identifié. Oui, je pense que c'est ça, c'est, à la fois rencontrer la personne en tant qu'humain, mais aussi voir un petit peu si le cheminement et les personnes que cette personne a rencontrées nous inspirent aussi et vont dans le sens de ce que l'on veut transmettre. Parce que parfois, on peut avoir un bon feeling avec une personne aussi, puis se rendre compte, pendant la formation ou à la que finalement le background et puis ce qui est transmis est assez creux ou alors ne il y a plein de formations aujourd'hui. Alors après, moi, je suis à plus de 2 500 heures de formation, je crois. Mais il y a une formation que j'ai faite dernièrement, dans l'année où finalement, je me suis rendu compte que je n'ai rien appris, par rapport à ce qui était vendu, par rapport à ce qui était échangé. En fait, le contenu n'était pas aussi riche que ce qui était «promis» entre guillemets et donc c'est ça, c'est à la fois vérifier que la personne est alignée avec ce que l'on veut être, que son chemin est aligné avec ce qu'elle est aujourd'hui et puis que le contenu est vraiment à l'image et moi, j'avais même, ajouté de vraiment aller rencontrer des personnes, si possible, qui avaient suivi cette formation. Mmh. C'est-à-dire de pouvoir aussi, échanger, entre collègues sur: «Tiens, est-ce que tu as fait cette formation? Qu'est-ce que tu en as pensé?» Non pas forcément pour que, cet avis devienne le nôtre, mais pour pouvoir à un moment se dire, «Tiens, ça fait peut-être plusieurs fois qu'on me dit ça» et ou alors, «Ah bah tiens, il y a ce point-là, ça pour moi, c'est pas possible». Je disais que, par exemple, dans les formations que je fais avec une grande professeure, américaine, pour ne pas la nommer, souvent, heu, on quand on pratique, on est 70 dans l'espace. On est Mmh. 70-80 comme tu dis, on est très nombreux, donc il y a pas du tout d'individualisation à la personne. C'est une transmission qui se fait, heu, j'allais dire en groupe, mais carrément on va dire en masse. Mais je sais que j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, la sangha est très forte, le lien entre les personnes est très fort et que lorsqu'on fait après les binômes ou les trinômes ou autres, on est dans un temps d'échange, en fait, qui est limite aussi nourrissant que ce que donne la personne et je sais qu'aussi les moments de pratique avec la personne sont très riches. Mais j'y vais pas du coup pour le sur-mesure. Parce qu'en Oui, fait, je quand je suis allée voir cette personne-là, au moment où je l'ai rencontrée, j'avais déjà beaucoup reçu sur du sur-mesure et je sentais que j'avais envie d'aller vers autre chose. Mais c'est vrai que sur une formation initiale, c'est important que les groupes soient à taille humaine pour vraiment pouvoir assimiler, poser des questions aussi. Parce que si tu es noyé dans la masse, tu peux pas ou peu poser de questions. Oui, Donc je suis c'est complètement important. d'accord avec ce que tu Mmh, dis et en effet, je te rejoins sur, le fait que pratiquer, dans un grand groupe, mmh, c'est aussi partager, en fait, une énergie, collective qui peut être très porteuse et qu'en effet, ça peut bien convenir si on a déjà, en fait, des acquis assez solides et que ouais, finalement on a une certaine autonomie dans sa pratique. Mais ouais. pour une formation, hem une première formation, enfin, quand on est au Mmh. début de son chemin, je recommande quand même plutôt des formations en petits groupes. Oui, à taille humaine. Ouais, c'est Mmh. essentiel. C'est essentiel. Et aujourd'hui, là, que donc toi, tu as fait aussi pas mal d'heures de formation. Tu es comme moi, tu aimes apprendre et aller plus loin aussi, sur certains sujets. Maintenant que tu as fait ce chemin et que tu es vers vers des j'ai envie de dire, alors je ne sais pas si toi tu le ressens aussi, mais moi, l'étape où j'en suis, en fait, les formations que je fais aujourd'hui, c'est avant tout pour me nourrir moi, vraiment personnellement, parce que je sens que ça nourrit ma transmission. Et pas tant pour apprendre, 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 mais vraiment pour sentir qu'il y a quelque chose qui est, infusé, quelque chose qui est ressenti et surtout qui est de l'ordre de l'expérience et du vécu. Toi, aujourd'hui, lorsque tu cherches des formations avec ton nombre d'années de transmission, qu'est-ce que tu recherches dans une formation avant tout? Bah, exactement ce que tu viens de dire. D'accord. On en a parlé un peu avant de commencer l'enregistrement. En fait, même si on n'a pas le même âge, en fait, Mmh. on en arrivait à la conclusion que du coup, il y avait une espèce de, comment dire? Je c'est pas confiance, mais quelque chose qui était, intérieurement, posé, établi, un alignement et cetera, qui fait qu'aujourd'hui, quand je vais me former, c'est, pour me nourrir moi, en fait. Je cherche plus à apprendre des choses, je cherche à vraiment, remplir ma marmite pour continuer, en fait, à pouvoir, nourrir la potion et c'est Ton c'est un peu ça. nectar divin. Ouais, je sais pas, j'ose pas le nommer comme ça quand même, mais
mais je sens qu'en fait, c'est ça, quoi. C'est vraiment, d'ailleurs, tu vois, j'enseigne, très peu en ce moment et plutôt sous la forme d'ateliers et de séjours, parce que, ces dernières années, j'étais, assez fatiguée et que je voulais aussi sortir de la routine de l'enseignement du yoga, sous un format hebdomadaire et ce qui m'est venu quand, j'ai réussi à prendre la décision, parce que ça a été très difficile pour moi, c'est, mon besoin aujourd'hui, c'est vraiment de me nourrir, en fait et que c'est une fois que je me sentirai à nouveau enfin, j'ai besoin de me nourrir pour pouvoir après repartager de manière, juste et généreuse. Ouais. Et c'est déjà ce que tu recherchais quand tu avais fait la formation de Yin, donc je crois que c'était en 2000, c'était 2020 du coup? C'est en 2019. 2000 2020? Ouais, C'était 2020, c'est le l'année du confinement? confinement. C'était 10 jours avant le premier confinement, si je me rappelle bien, à Marseille, il y avait eu la formation de Yin. On est rentrés chez nous, on s'est retrouvés confinés. C'est vrai. Mmh. Rappelle-moi ce que je recherchais parce que moi j'ai oublié. Est-ce que par rapport à quand tu as suivi la formation de Yin justement en 2020, est-ce que c'est ce que tu recherchais déjà de te nourrir, par exemple, avec ce format? Parce que tu vois, tu avais déjà suivi ton 200 heures, tu avais suivi aussi d'autres formations. Quand tu es venu sur ce format de 50 heures, donc de formation Yin Yoga que j'enseigne, est-ce que c'était pour te nourrir déjà? Est-ce que tu as Ah ressenti? oui, c'était pour me nourrir, mais je pense qu'à l'époque, j'étais, quand même encore dans le souhait enfin, j'avais vraiment envie de me former au yin yoga que je ne connaissais pas, enfin, que je pratiquais, mais auquel j'étais pas formée et j'avais vraiment envie de pouvoir, partager ensuite Ouais. cette approche du yoga à laquelle j'étais de plus en plus sensible, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure et moi je l'ai dit aussi, plus ça va et plus je suis, passée, du côté yin de la force et et du coup, c'est ça qui m'a appelée et donc cette formation m'a énormément plu puisque, contrairement à d'autres formations que j'ai suivies, bah, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté, très pro, très Mmh. carré. Ça, c'est mon côté germanique, j'aime bien quand même que les choses soient un peu claires, même si je peux être latine par ailleurs. Une fois que le cadre est posé, il peut y avoir beaucoup de mouvements et beaucoup de souplesse, mais Mmh. je trouve que c'est important en formation d'avoir un cadre clair et le Mmh. tien l'est vraiment parfaitement et puis, en fait, j'ai trouvé, cette formation, très riche, Mmh. heu, pour plein de raisons différentes. Hem, voilà, tu donnes en fait vraiment un contenu, très professionnel au niveau de l'anatomie, mais c'est enrichi par de la philosophie. Le séquencing est génial, il y a des thématiques et puis, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques et une pratique, de ce qu'on appelle aujourd'hui yoga intégral, c'est-à-dire qui inclut du pranayama, des mudras et le chant des mantras Ouais. et tout ça, ça forme quand même quelque chose de très complet. Mmh. En plus, tu travailles aussi en collaboration avec une personne dont le nom m'échappe, mais qui vient aussi apporter, le petit plus Mmh. pour compléter tes compétences qui sont déjà, très variées OK, et c'est vrai Coralie. que Coralie, oui, c'est ça et c'est vrai que, bah, quand on a fait beaucoup de formations, plus des études universitaires, plus tout un tas de trucs et puis je crois que j'ai un tempérament un petit peu comme ça, d'être un petit peu exigeante. Je me suis enfin sentie nourrie et c'était vraiment bon. D'ailleurs, je te l'ai partagé, hein, que vraiment j'étais Ouais, contente de ce que ouais. j'avais reçu comme formation. Oui, tu as récidivé d'ailleurs sur la danse du dragon quelques années plus tard. C'était chouette de te C'est ce revoir que en j'allais formation. dire. Alors, du coup, j'ai eu aucune hésitation, à venir, faire la formation de danse du dragon et je suis hyper, contente d'avoir aussi, reçu cet enseignement, que j'adore. En Mmh. fait, c'est une pratique que j'adore et pour le coup, j'enseigne très peu la danse du dragon puisque du coup, je suis, moins dans les pratiques dynamiques, hein. J'ai jamais été une enseignante de vinyasa, par exemple. Mais voilà, je partage la danse du dragon quand, je Mmh. fais des stages, des séjours, voilà, un moment où quand c'est à propos, je le partage et cette formation était aussi, vraiment, fabuleuse. Ah, merci. Et en entendant tout ça, en entendant, toutes les recos qu'on donne pour, choisir une première formation, sur le cheminement des formations aussi, sur tout ce parcours aussi quand on est déjà guide, d'enseigner des sessions de yoga hebdomadaires, d'avoir des ateliers, il y a une certaine fatigue qui s'installe. Moi, je l'entends beaucoup autour de moi puisque je fais pas mal d'accompagnement en fait individuel de guide de yoga aujourd'hui
Ben, justement ça. Souvent, ce qui revient sur le sujet qui revient régulièrement, c'est quand même comment je fais moi pour continuer ce métier que j'adore, enfin, cette activité qui me passionne et en même temps ne pas brûler la chandelle par les deux extrémités et en même temps gagner ma vie, mais en même temps pas me fatiguer parce que finalement, des fois, on se dit en fait, il faudrait que je donne un nombre d'heures incroyable de cours pour pouvoir payer mon loyer, payer mes impôts parce que oui, les guides de yoga payent leurs impôts et leur loyer. On ne dit pas d'amour et d'eau fraîche. Euh, et comment toi tu as vécu aussi, si tu veux bien nous le partager en tout cas, mais comment tu as vécu ce rythme effréné justement et comment tu es arrivé à ce choix que tu nous partageais juste avant, un moment de dire en fait là stop, ce qui me convient c'est ces formats-là parce que celui-là m'épuise. Combien de temps ça t'a pris déjà pour arriver à cette décision et qu'est-ce qui finalement t'a permis d'arriver à la conclusion de j'ai besoin d'être nourrie en fait? À quel moment en fait l'alarme t'a été suffisamment forte pour que tu te dises stop quoi? En fait, je pense que, les choses ont débuté, au moment du confinement puisque, comme, beaucoup de personnes, je me suis adaptée à cette période, un peu particulière et donc j'ai donné des cours en ligne et j'ai pas trop mesuré, mais finalement ça a pas mal impacté ma vie privée puisque j'étais chez moi avec, mon mari et mes enfants qui étaient dans la maison et qui dînaient pendant que moi j'enseignais. C'était assez particulier et puis, en fait, je crois qu'après j'ai eu peur. Après le confinement, j'ai eu peur de quand les salles ont réouvert, puis refermé, puis réouvert. Enfin bon bref, c'était une valse assez difficile à danser et en fait, cette peur a fait que j'ai, donné des cours à la fois en salle et en ligne. Au début ça marchait bien, puis je sais pas, à un moment ça s'est compliqué d'un point de vue technique, j'avais moins de réseau et cetera et puis je crois que je me suis beaucoup, en fait, je me suis, épuisée. En même temps, j'ai eu des problèmes de santé, qui étaient pas, graves, mais qui étaient suffisamment importants pour qu'il fallait vraiment que je m'occupe, de moi en priorité et puis, tout ça m'a fait réaliser que j'étais plus du tout alignée avec ce que je transmettais et que j'étais en train d'aller, droit dans le mur, en fait et je pense que je l'ai un peu traversé. Alors après, j'ai une capacité d'adaptation assez grande, c'est pas toujours un atout et donc du coup, j'ai un peu traversé le mur et j'ai quand même continué pour, dire que voilà, je suis vraiment en capacité d'aller bien au-delà de mes limites et puis en fait, il y a un moment où je me suis dit: «Bah là, ça passe plus du tout». Ouais. Ça passe plus du tout, je vais commencer à me blesser, pas du tout en yoga, mais bon, chute à vélo, fissure du sacrum, entorse à la cheville, enfin bon, bref, j'ai accumulé les petits emmerdements comme ça et je me suis dit: «Là, voilà, hein, c'est plus juste, Mmh. c'est plus juste» et en fait, c'est vrai que quand on est prof de yoga, on donne beaucoup. On donne beaucoup, en tout cas, quand on fait son travail sérieusement, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de temps de lecture, c'est beaucoup de formations reçues. C'est beaucoup de temps parce que comme tu disais tout à l'heure, en fait, quand on donne un cours de yoga, il y a le temps de déplacement. Moi, je suis allée, faire un remplacement pour une amie, la semaine dernière. J'ai adoré donner le cours, mais en fait, ça m'a pris, 2 heures et demie, pour gagner 50 €. Alors Ouais. j'y allais évidemment pas pour gagner 50 €, j'y allais pour dépanner ma copine. Mais du coup, j'ai fait le calcul Ouais, et je me suis dit, «Ça a pas de sens, quoi». À part de juste, le faire pour mon amie parce que ça lui rend service. ouais. Mais et donc là, l'idée pour moi cette année, en fait, j'ai décidé de prendre vraiment du temps pour, laisser poser, tout, tu Ouais, vois? Au fond de la ouais. et et du coup, je donne des ateliers, j'accompagne des séjours parce que dans les séjours, je trouve qu'il y a des choses vraiment, très précieuses qui se Mmh. passent dans le temps et moi, j'ai beaucoup plus aussi de temps pour déployer mes propositions. Mmh. Mais voilà, j'essaye de m'économiser et aussi, comme je l'évoquais en tout début d'entretien, du coup, je suis tranquillement en train de cheminer vers mes 50 ans et en fait, j'ai envie d'honorer, la femme que je suis aujourd'hui et de plus être en force, mais d'être vraiment à l'écoute et de faire les choses de manière juste pour moi. Oui. Ah, c'est beau, c'est chouette. C'est fort comme positionnement et comme affirmation, en fait. Ça, c'est dingue de me dire ça parce qu'en même temps, j'ai ce temps de pause parce que je me dis en même temps, on devrait toutes pouvoir faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de guides de yoga qui se donnent pas le droit d'écouter, de ralentir et de vivre les étapes de leur vie au moment où elles y sont, sans avancer, sans cravacher, sans forcer, sans se dire, là, il faut continuer, il faut que j'accepte ce cours, il faut que j'accepte cette proposition.
Et c'est vrai que c'est ce qui est très beau dans les retraites, enfin, les retraites que moi j'anime aussi. Ce que j'aime bien, c'est la disponibilité aussi des personnes qui y participent. C'est-à-dire que nous, on n'est plus disponibles et les personnes qui viennent le sont aussi parce qu'elles viennent dans cet espace avec cette idée de sortir de leur quotidien. Et c'est vrai que c'est un temps qui est précieux. Et ne pas s'écouter en tant que guide, moi, ça me renvoie à cette période où j'ai enseigné, guidé du lundi au dimanche avec 3 à 5 cours parfois par jour à Paris et où, bah, pareil, à un moment, je me suis dit, en fait, c'est plus possible. Enfin, je l'ai fait pendant 3 ans, mais au bout de 3 ans, je me suis dit, c'est trop, en fait. On peut pas courir partout, on peut pas préserver son énergie, on peut pas exister en tant qu'humain quand on est partout et nulle part à la fois, en fait. Et c'était ça qui m'a Donc j'avais débuté en réduisant le nombre de cours pour essayer de trouver le nombre de sessions idéales pour moi dans la semaine. Et puis en fait, à un moment, c'est là où il y a eu le déclic où j'ai dit non, en fait, j'ai toujours eu le projet de retourner en Bretagne, c'est le moment. Je plaque tout, je m'en vais. Donc là, Oui, moi, je suis c'était aussi partie. un choix radical, en fait, Ouais. hein. Mmh. C'était une décision, radicale et c'est Ouais. courageux, en fait, de faire ça. Parce que, le choix que tu as fait à ce moment-là ou le choix que moi je pose en ce moment, hem, ça veut dire de vraiment, accueillir aussi nos peurs Ouais. qui sont, enfin, je parle de nos peurs, peut-être, c'est pas le Mmh. le cas pour toi. Moi, je me suis dit avant de m'arrêter: «Mais comment je vais faire?» Parce qu'on vit dans un monde matériel aussi. Oui. Donc heu, donc voilà, ce sujet de: «Bah oui, mais si j'enseigne moins, comment je vais faire pour m'en sortir?» et cetera. Et puis bon, moi, en l'occurrence, j'ai trouvé des solutions pour que ce soit faisable. Mais ça demande en tout cas de sortir de l'injonction de la société, Ouais, c'est qui est vrai. super forte et qui est aussi encore plus forte pour nous les Mmh. femmes, hein, d'être, performante dans tous les domaines. Productive. Mmh. Bah, on vit dans une société, Ouais. patriarcale, capitaliste, productiviste, hein, donc du coup, en effet, faire le choix de prendre du retrait, de vivre plus lentement, Mmh. et peut-être avec moins, donc de se créer ce contexte dans lequel c'est possible. Ouais. C'est un choix un peu radical et pas Oui. facile à assumer, donc ça prend du temps, Oui. et moi, j'ai décidé de m'accorder ce temps cette année pour m'aligner avec ce qui me paraît, bien et bon pour moi, aujourd'hui. Ouais. Bravo. Ouais, c'est fort. C'est inspirant. Bon, on pourrait continuer à parler, je pense, pendant un bon moment là, à échanger. Alors aujourd'hui, si les personnes qui nous écoutent veulent te rejoindre, bah, justement pour un de ces séjours magiques ou pendant un atelier, où est-ce qu'elles peuvent trouver les informations qui te concernent? Bah, le plus simple, c'est de se connecter à mon Instagram, hein, qui est tout Mmh. simplement, Laurence_Pinsard. Voilà, donc l'endroit où vraiment je partage le plus de choses. Et puis du coup, pour l'association de yoga, donc il y a un site internet qui est, 3 Home, donc le home du yoga, Sweet Home, yoga.fr. Et pareil, il y a un Instagram qui est, je crois, c'est _home sweet home _yoga. Et donc là, Mmh. je partage, donc sur Laurence Pinsard, je partage tout ce qui est, séjour, et puis ce qui m'inspire, parfois même enfin, parfois ce qui m'inspire pas, parfois je partage des choses politiques aussi, donc c'est pas que du yoga, mais c'est quand même un peu du yoga pour moi. Et sur Home Sweet Home, ça va être toute l'activité de l'association, c'est-à-dire, bah, les cours, les ateliers, Mmh. et parfois, du coup, j'invite des personnes, comme tu le sais, puisque tu es déjà venue, proposer tes ateliers à Bordeaux. Ouais. Donc voilà. Mmh. Super. De toute façon, on va retrouver toutes les infos dans le descriptif, hein, s'il y a besoin. Vous n'avez pas besoin forcément de mémoriser, l'URL, je vais vous la mettre, vous aurez juste à cliquer sur l'URL pour retrouver Laurence. Merci encore infiniment Laurence pour ce temps de partage. Merci beaucoup à toi, Anne-Gaëlle, c'était vraiment un plaisir. Ouais, partager toujours. Mmh. Merci infiniment pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que ça t'a parlé de pouvoir entendre des conseils sur le choix des formations, sur comment être en tant que guide de yoga, comment évoluer et surtout comment t'écouter, c'est-à-dire pouvoir écouter tes besoins et ce vers quoi tu veux tendre pour pouvoir choisir les outils qui sont les plus adaptés à ton cheminement et surtout le rythme qui va être le plus accompagnateur de ton chemin sans forcer.
Si tu as toi aussi retenu quelque chose de cet épisode ou si en tout cas tu veux me le partager, n'hésite pas à le faire sur Instagram ou sous cet épisode. Et tu peux me donner un petit coup de pouce en laissant des étoiles et un commentaire sur tes plateformes d'écoute préférées. Ça me permet d'être beaucoup plus visible et puis ça m'encourage aussi à continuer ce podcast que je prends tant de plaisir à faire. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Je te souhaite une très belle semaine.